Lecture audio du conte Le cercueil de verre de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Que personne ne dise qu'un pauvre tailleur ne peut réussir dans la vie et parvenir à de grands honneurs. Pour cela, il faut simplement qu'il se trouve au bon endroit, et surtout, il faut qu'il ait de la chance. Un petit tailleur de cette trempe, gentil et leste, alors qu'il suivait la route de son tour de compagnon, arriva un jour dans une grande forêt, et comme il ne connaissait pas le chemin, il s'égara. La nuit tombait, et il ne lui restait plus rien d'autre à faire qu'à se chercher un lit dans ce lieu désolé et effrayant. Certes, la mousse moelleuse lui aurait fourni une bonne couche, mais la peur des bêtes sauvages ne lui laissait pas de repos, si bien qu'il dut finalement se résoudre à passer la nuit dans les branches d'un arbre. Il chercha un grand chêne, grimpa jusqu'à son sommet et remercia Dieu qu'il ait son fer à repasser sur lui, car sans cela, il aurait été emporté par le vent qui soufflait sur les cimes des arbres. Après qu'il eut passé ainsi plusieurs heures dans l'obscurité, non sans trembler, il vit briller une lumière non loin de là, et pensant qu'il devait y avoir là une habitation humaine où il serait mieux logé que dans les branches d'un arbre, il redescendit prudemment et marcha dans la direction de la lumière. Elle le conduisit à une petite maisonnette faite de roseaux et de joncs tressés. Il frappa courageusement à la porte, celle-ci s'ouvrit, et il vit dans la lumière qui provenait de l'intérieur un petit homme, vieux et chenu, vêtu d'un habit fait de chiffon bariolé. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » demanda le petit homme d'une voix grinçante. « Je suis un pauvre tailleur que la nuit a surpris dans cette contrée sauvage, » répondit le tailleur, « et je vous prie instamment de m'abriter chez vous jusqu'à demain. »« Passe ton chemin, » rétorqua le vieillard d'un air grognon. « Je ne veux pas avoir affaire à des vagabonds. Cherche-toi un logis ailleurs. » Sur ces mots, il s'apprêta à rentrer de nouveau dans sa maisonnette, mais le tailleur le retint par le pan de son habit et le supplia de façon si touchante que le vieillard, qui n'était pas aussi méchant qu'il voulait en avoir l'air, finit par être attendri. Il le prit sous son toit et lui donna à manger, puis il lui indiqua un lit tout à fait correct dans un coin de la pièce. Le tailleur, qui était bien fatigué, n'eut pas besoin d'être bercé pour s'endormir, et dormit paisiblement jusqu'au matin. Il n'aurait même pas songé à se lever s'il n'avait été tiré brutalement de son sommeil par un grand bruit. De grands cris et des hurlements traversaient les murs minces de la maison. Le tailleur, dans un élan de courage inattendu, s'habilla à la hâte et sortit en courant. Il vit alors, tout près de la maison, un grand taureau noir et un beau cerf blanc qui s'affrontaient avec une violence inouïe. Ils se précipitaient l'un sur l'autre avec tant de fureur que leur piétinement faisait trembler le sol et que l'air vibrait de leurs cris. L'issue du combat fut longtemps incertaine, mais finalement le cerf planta ses bois dans le corps de son adversaire, à la suite de quoi le taureau s'effondra avec des cris effroyables avant que le cerf ne lui donne le coup de grâce. Le tailleur, qui avait observé le combat, stupéfait, se tenait encore immobile lorsque le cerf se dirigea vers lui à grands bonds, et avant qu'il ait pu prendre la fuite, il le souleva sur ses grands bois, exactement comme s'il s'agissait d'une fourche. Le tailleur n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait, car ils avançaient à vive allure, laissant derrière eux tous les obstacles par monts et par vaux, à travers prairies et forêts. Le tailleur se cramponnait de ses deux mains aux extrémités des bois et s'abandonnait à son sort. Il avait l'impression de voler. Le cerf s'arrêta finalement au pied d'une paroi rocheuse et laissa doucement tomber le tailleur sur le sol. Celui-ci, plutôt mort que vif, eut besoin d'un certain temps pour retrouver ses esprits. Quand il se fut à peu près remis de ses émotions, le cerf, qui était resté près de lui, frappa de ses bois une porte qui se trouvait dans la falaise, avec une violence telle que celle-ci s'ouvrit toute grande. Des flammes en jaillirent, suivies d'une grande fumée, à la suite de quoi le tailleur perdit le cerf de vue. Il ne savait que faire, ni dans quelle direction aller pour sortir de cette contrée déserte et retrouver une zone habitée. Tandis qu'il restait là, indécis, une voix retentit, venant de l'intérieur de la falaise, qui lui dit « Entre sans crainte, il ne t'arrivera aucun mal. » Il hésita, certes, mais poussé par une force mystérieuse,
il obéit à la voix et pénétra, en passant par la porte de fer, dans une salle vaste et spacieuse. Le plafond, les murs et le sol en étaient faits de pierres carrées polies et brillantes, et sur chacune de ces pierres étaient gravés des signes qui lui étaient inconnus. Le tailleur observa tout cela, fort étonné, et il était sur le point de ressortir lorsqu'il entendit de nouveau la même voix lui dire « Va te placer sur la pierre qui se trouve au milieu de la salle, et un grand bonheur t'attendra. » Le courage du tailleur était désormais tel qu'il obéit à cet ordre. La pierre céda doucement sous ses pieds et s'enfonça lentement dans le sol. Quand elle se fut immobilisée et que le tailleur regarda autour de lui, il vit qu'il se trouvait dans une salle semblable à la précédente par ses dimensions. Mais il y avait là bien plus de choses à observer et à admirer. Dans les murs étaient creusées des niches qui contenaient des récipients de verre transparents remplis soit d'esprits de vin colorés, soit d'une fumée bleuâtre. Posées sur le sol de la salle, deux grandes caisses de verre se faisaient face, qui éveillèrent immédiatement la curiosité du tailleur. En s'approchant de l'une d'elles, il vit à l'intérieur un beau bâtiment qui ressemblait à un château, entouré de dépendances, d'étables, d'écuries et de granges, et de quantité d'autres jolies choses. Tout était minuscule, et c'était un travail très délicat et soigné. Il semblait avoir été sculpté avec la plus grande précision par une main d'artiste. Le tailleur ne se serait pas arraché aussitôt à la contemplation de ces merveilles si la voix ne s'était pas fait entendre une nouvelle fois. Elle lui ordonna de faire demi-tour et d'aller regarder la caisse de verre qui se trouvait en face de la première. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il y vit une jeune fille d'une grande beauté. Elle était allongée comme si elle dormait, et elle était enveloppée dans ses cheveux blonds comme dans un manteau précieux. Ses yeux étaient bien fermés, mais son teint frais et un bandeau que son souffle faisait bouger de ci de là ne laissaient aucun doute quant au fait qu'elle était vivante. Le tailleur observait la belle, le cœur battant, quand celle-ci ouvrit soudain les yeux et sursauta d'effroi et de joie en le voyant. « Juste ciel !» s'écria-t-elle. « L'heure de ma libération approche. Vite, vite, aide-moi à sortir de ma prison. Si tu pousses le verrou de ce cercueil de verre, je serai délivrée. » Le tailleur lui obéit sans hésiter, et elle souleva aussitôt le couvercle de verre et sortit de la caisse pour se précipiter dans un coin de la salle, où elle s'enveloppa dans un grand manteau. Puis elle s'assit sur une pierre, ordonna au jeune homme d'approcher, et, après l'avoir embrassé sur les lèvres avec bienveillance, elle lui parla ainsi. « Toi qui es le libérateur que j'attendais depuis si longtemps, le ciel, dans sa bonté, t'a conduit jusqu'à moi pour mettre un terme à mes souffrances. Le jour même où elles s'achèvent, ton bonheur doit commencer. Tu es l'époux que le ciel a choisi pour moi, et tu passeras ta vie aimé de moi et comblé de tous les biens terrestres, dans une félicité que rien ne viendra troubler. Assieds-toi et écoute le récit de mon destin. Je suis la fille d'un riche comte. Mes parents sont morts quand j'étais encore sur ma prime jeunesse, et me recommandèrent, dans leur dernière volonté, à mon frère aîné, chez qui j'ai été élevée. Nous nous aimions d'un amour si tendre et étions si parfaitement en accord dans nos façons de penser et dans nos inclinations, que nous décidâmes tous deux de ne jamais nous marier et de rester l'un près de l'autre jusqu'à la fin de nos jours. Notre maison ne manquait jamais de compagnie. Des voisins et des amis venaient souvent nous rendre visite, et nous faisions vraiment preuve d'hospitalité envers tous. C'est ainsi qu'un soir, un étranger arriva à cheval dans notre château, et, prétextant de ne plus pouvoir arriver jusqu'au prochain village, nous demanda de l'héberger pour la nuit. Nous répondîmes à son souhait avec une politesse prévenante, et pendant le dîner, il nous divertit de la manière la plus plaisante qui soit par sa conversation, à laquelle il entremêlait divers récits. Mon frère le trouvait d'une compagnie si agréable qu'il le pria de rester quelques jours chez nous, ce que l'étranger accepta après quelques réticences. Ce n'est qu'à une heure avancée de la nuit que nous sortîmes de table. On indiqua une chambre à l'étranger, et fatigué comme je l'étais, je m'empressai de laisser mes membres s'enfoncer dans les édredons moelleux. À peine m'étais-je assoupi que je fus tiré de mon sommeil par les sons d'une douce et belle musique. Comme je ne parvenais pas à comprendre d'où elle venait, je voulus appeler ma femme de chambre, qui dormait dans la pièce attenante. Mais à ma grande stupeur, je constatai que, par l'action d'une puissance inconnue, j'avais perdu la parole comme si un cauchemar pesait sur ma poitrine,
et que j'étais incapable d'émettre le moindre son. En même temps, je vis, à la lueur de ma veilleuse, l'étranger rentrer dans ma chambre, qui était pourtant fermée par 2 portes verrouillées. Il s'approcha de moi et me dit que c'était lui qui avait fait résonner cette douce musique par des pouvoirs magiques dont il avait le secret, afin de me réveiller, et qu'il passait à présent à travers toutes les portes et toutes les serrures pour m'offrir son cœur et sa main. Ma répugnance à l'égard de ces pouvoirs magiques était cependant si grande que je ne daignai pas lui répondre. Il resta un instant immobile, attendant sans doute une décision plus favorable de ma part. Mais comme je continuais à me taire, il me déclara, en colère, qu'il se vengerait et qu'il trouverait les moyens de punir mon orgueil, à la suite de quoi il quitta ma chambre. Je passai le reste de la nuit dans une grande agitation, et je ne m'endormis qu'au petit matin. À mon réveil, je courus chez mon frère pour lui raconter ce qui s'était passé, mais je ne le trouvai pas dans sa chambre, et son serviteur me dit qu'il était parti à la chasse avec l'étranger au lever du jour. J'avais un mauvais pressentiment. Je m'habillai en hâte, fis sceller mon palefroid et partis à bride abattu vers la forêt, accompagné d'un seul serviteur. Mon serviteur tomba de cheval, et comme celui-ci s'était cassé la patte, il ne put me suivre. Je poursuivis ma route sans m'arrêter, et peu de temps après, je vis venir vers moi l'étranger qui tenait en laisse un beau cerf blanc. Je lui demandai où il avait laissé mon frère et d'où venait ce cerf, des grands yeux duquel je vis couler des larmes. Au lieu de me répondre, il éclata d'un grand rire. Cela me mit terriblement en colère, et je dégainai mon pistolet avec lequel je tirai sur la poitrine de ce monstre. Mais la balle ricocha sur sa poitrine et vint toucher la tête de mon cheval. Je tombai à terre, puis l'étranger marmonna des paroles qui me firent perdre connaissance. Quand je revins à moi, je me trouvais dans ce caveau souterrain, à l'intérieur d'un cercueil de verre. Le sorcier apparut de nouveau, me dit qu'il avait changé mon frère en cerf, qu'il avait enfermé mon château et toutes ses dépendances dans l'autre caisse de verre, après les avoir fait rapetisser, et qu'il avait enfermé tous mes gens, transformés en fumée, dans des flacons de verre. Si j'acceptais à présent de me soumettre à son désir, il lui serait facile de faire revenir les choses dans son état antérieur. Il n'avait qu'à ouvrir les flacons, et tout reprendrait sa forme d'origine. Je lui répondis aussi peu que la première fois. Il disparut alors et me laissa allongé dans ma prison de verre, où un profond sommeil s'empara de moi. Parmi les images que mon âme voyait passer, il y en avait une réconfortante, où un jeune homme arrivait et me délivrait. Et en ouvrant les yeux aujourd'hui, c'est toi que j'ai vu, et mon rêve est devenu réalité. Aide-moi à accomplir ce qui se passait ensuite dans cette vision. La première chose que nous devons faire, c'est poser sur cette grosse pierre large la caisse dans laquelle se trouve mon château. Aussitôt qu'elle fut chargée, la pierre se souleva avec le jeune homme et la demoiselle, et passa par l'ouverture ménagée dans le plafond, dans la salle supérieure, d'où ils purent aisément sortir à l'air libre. Une fois dehors, la demoiselle souleva le couvercle de la caisse, et ce fut une merveille de voir le château, les maisons et les cours grandir à la vitesse de l'éclair pour reprendre leur dimension d'origine. Les jeunes gens retournèrent ensuite dans la cave souterraine et firent remonter, grâce à la pierre, les flacons remplis de fumée. À peine la demoiselle eut-elle ouvert les flacons que la fumée bleue s'en échappa et se changea en personnes vivantes, en chair et en os, dans lesquelles la demoiselle reconnut ses serviteurs et ses gens. Sa joie fut plus grande encore lorsqu'elle vit son frère, qui avait tué le magicien transformé en taureau, sortir de la forêt sous sa forme humaine. Et le jour même, conformément à sa promesse, la demoiselle donna sa main devant l'autel à l'heureux tailleur. Fin de la lecture du conte Le cercueil de verre. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.